Avez-vous déjà ressenti cette angoisse silencieuse, celle qui s'installe doucement lorsque vos enfants, devenus adultes, espacent de plus en plus leurs visites? Cette question touche le cœur de millions de parents français aujourd'hui. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas simplement une question de distance géographique. J'ai rencontré des familles vivant à quelques kilomètres les unes des autres, mais qui se voyaient moins souvent que d'autres, séparées par des océans. Étonnant, n'est-ce pas? La vérité qui dérange, celle dont on parle peu dans les dîners de famille, c'est que la qualité du lien que nous tissons avec nos enfants aujourd'hui déterminera s'ils choisiront de revenir demain. Ce n'est pas une question de chance ou de personnalité, c'est une question de choix conscient que nous faisons en tant que parents. Certains d'entre vous pensent peut-être « mais j'ai tout donné à mes enfants, pourquoi devraient-ils s'éloigner ?» C'est précisément cette perspective que nous allons remettre en question aujourd'hui, car il existe 3 piliers fondamentaux, 3 principes souvent méconnus, qui font toute la différence entre une famille qui reste soudée et une qui s'étiole avec le temps. Avant de plonger dans ces révélations qui pourraient transformer votre relation familiale, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre chaîne si ce sujet vous parle et surtout, partagez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Votre expérience pourrait aider d'autres parents qui traversent les mêmes questionnements. Ensemble, redécouvrons l'art de créer des liens familiaux qui résistent à l'épreuve du temps. Imaginons un instant le foyer familial comme un jardin. Pendant des années, nous y avons planté des graines, arrosé des semis, arraché des mauvaises herbes. Nous avons créé un espace où nos enfants ont pu grandir, s'épanouir et développer leurs propres racines. Puis vient ce moment, aussi naturel qu'inévitable, où ils quittent ce jardin pour aller planter le leur. C'est dans l'ordre des choses, bien sûr, mais cela ne rend pas la transition moins douloureuse pour beaucoup d'entre nous. Je me souviens de Martine, une mère de 3 enfants que j'ai rencontrée lors d'un séminaire à Lyon. Elle m'a confié, les yeux embués, « Depuis que mes enfants sont partis, ma maison ressemble à un musée des souvenirs. Ils m'appellent pour les anniversaires et Noël, mais leurs visites, elles sont devenues des événements rares, presque cérémonieux. » Son témoignage fait écho à une réalité que vivent de nombreux parents français. Selon une étude récente de l'INSEE, plus de 70% des parents dont les enfants ont quitté le nid familial rapportent une diminution significative des visites au fil des ans. Ce n'est pas seulement la fréquence qui change, mais aussi la qualité de ces moments partagés. Ils deviennent plus courts, plus superficiels, souvent teintés d'une obligation tacite plutôt que d'un désir authentique d'être ensemble. Pourtant, certaines familles défient cette tendance. J'ai observé des parents dont les enfants, malgré des carrières exigeantes et des vies bien remplies, trouvent toujours le temps et l'énergie de revenir régulièrement. Et pas seulement pour les grandes occasions, mais pour des moments ordinaires. Un café impromptu, un dimanche après-midi sans raison particulière, un appel vidéo spontané juste pour partager une anecdote. Qu'est-ce qui fait la différence? Après avoir étudié ces dynamiques familiales pendant plus de 15 ans et recueilli des centaines de témoignages à travers la France, de Lille à Marseille, de Strasbourg à Bordeaux, j'ai identifié 3 principes fondamentaux. Ces principes ne sont pas complexes en théorie, mais ils exigent une conscience et une intention qui vont à l'encontre de certaines de nos habitudes parentales les plus enracinées. Le premier de ces principes, et peut-être le plus contre-intuitif, c'est de créer un espace de liberté absolue au sein même de votre relation. Cela peut sembler paradoxal. Comment renforcer un lien en donnant plus de liberté? N'est-ce pas en maintenant une certaine proximité, voire une forme de dépendance, que l'on s'assure que nos enfants resteront proches? Cette idée, bien qu'instinctive, est précisément ce qui pousse tant d'enfants devenus adultes à s'éloigner. La psychologie nous enseigne que plus nous tentons de retenir quelqu'un par le contrôle, l'obligation morale ou la culpabilité, plus cette personne ressentira le besoin de s'échapper. J'ai rencontré Philippe, un père de famille bordelais qui avait compris cette dynamique de façon intuitive. Quand sa fille Claire lui a annoncé qu'elle partait étudier à l'étranger, au lieu de lui faire sentir combien elle allait lui manquer ou de souligner les difficultés qu'elle pourrait rencontrer, il lui a dit « Cette aventure va t'ouvrir des horizons que je n'ai jamais connus. Je suis impatient d'entendre toutes tes découvertes, mais seulement quand tu auras envie de les partager. » Claire m'a confié plus tard « C'est précisément parce que mon père ne m'a jamais fait sentir que je l'abandonnais, que j'ai eu envie de rester connecté avec lui. Je n'ai jamais eu l'impression de devoir choisir entre ma liberté et ma famille. Cette liberté s'exprime de multiples façons. D'abord, dans la façon dont nous réagissons aux choix de vie de nos enfants. Qu'il s'agisse de leur carrière, de leur partenaire de vie
de leur lieu d'habitation ou même de leurs opinions politiques ou religieuses, la capacité à respecter authentiquement leurs décisions, même celles avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, est fondamentale. Cela ne signifie pas abandonner nos valeurs ou notre sagesse, mais reconnaître que nos enfants ont le droit de tracer leur propre chemin, même s'ils diffèrent du nôtre. Cette liberté s'exprime également dans notre façon de communiquer. Les parents qui maintiennent des relations solides avec leurs enfants adultes ont souvent développé ce que j'appelle l'art de la suggestion légère. Ils ont appris à partager leurs inquiétudes ou leurs conseils sans imposer, à exprimer leurs besoins sans exiger, à montrer leurs désaccords sans juger. Madame Leroy, une grand-mère de 5 petits-enfants que j'ai interviewée à Lille, m'a partagé sa philosophie. Je me suis donné une règle simple. Je ne donne mon avis que lorsqu'on me le demande. Et même dans ces cas-là, j'essaie de poser des questions plutôt que d'affirmer des certitudes. Cette approche demande une discipline émotionnelle considérable, surtout lorsque nous voyons nos enfants faire des choix que nous considérons comme des erreurs. Mais c'est précisément cette retenue qui crée un espace où ils peuvent revenir sans craindre le jugement ou la pression. Comme me l'a dit un jour un thérapeute familial renommé, la liberté n'éloigne pas les enfants de leurs parents, elle leur donne une raison de revenir. Enfin, cette liberté implique également de ne pas transformer chaque visite ou appel en événement surchargé d'attentes émotionnelles. Beaucoup de parents, dans leur désir légitime de maximiser ces moments précieux, finissent par créer une pression qui rend ces interactions épuisantes. Chaque visite chez ma mère est une avalanche d'émotions, m'a confié Thomas, un entrepreneur parisien de 38 ans. Elle pleure quand j'arrive, elle pleure quand je pars, elle veut savoir tous les détails de ma vie en quelques heures. C'est tellement intense que j'ai besoin de plusieurs semaines pour récupérer émotionnellement avant d'envisager une nouvelle visite. En revanche, les parents qui ont compris le principe de liberté savent créer des espaces de rencontres détendus où leurs enfants peuvent simplement être sans avoir à performer le rôle du bon fils ou de la bonne fille. Ils ont compris que parfois, regarder un film ensemble en silence peut être aussi nourrissant qu'une conversation profonde et que respecter le besoin de leur enfant de se retirer dans sa chambre pendant quelques heures lors d'un week-end familial n'est pas un rejet mais un signe de confiance dans la solidité du lien qui les unit. Le deuxième principe fondamental pour maintenir une relation vivante avec vos enfants adultes est de cultiver un intérêt authentique pour leur monde. J'insiste sur le mot « authentique », car les enfants, même adultes, ont un radar extrêmement sensible pour détecter ce qui est sincère de ce qui relève de la politesse ou du devoir parental. Il ne s'agit pas simplement de poser des questions sur leur travail ou leur quotidien, mais de développer une curiosité réelle pour leur univers, leurs passions, leurs défis et leurs joies, même lorsque ces éléments nous sont étrangers ou nous semblent sans importance. Marie-Claire, une enseignante à la retraite vivant à Nantes, m'a raconté comment sa relation avec son fils de 32 ans s'est transformée lorsqu'elle a commencé à s'intéresser véritablement à sa passion pour les jeux vidéo. Au début, je ne comprenais pas qu'un adulte puisse passer des heures devant ces jeux. Je le trouvais puéril et je ne me privais pas de le lui faire savoir, m'a-t-elle confié. Puis un jour, après une nouvelle dispute sur le sujet, j'ai réalisé que mon jugement creusait un fossé entre nous. J'ai décidé de lui demander de m'expliquer pourquoi il aimait tant ces jeux. Ce qui a suivi a été une révélation pour Marie-Claire. Son fils lui a montré la complexité narrative de certains jeux, comparables à de grands romans. Il lui a expliqué les défis stratégiques qu'ils posent, les communautés qu'ils créent, et même les débats philosophiques qu'ils peuvent susciter. « Je ne suis pas devenue une joueuse, sourit-elle, mais j'ai découvert une facette de mon fils que j'ignorais. Il n'était plus ce grand enfant qui refuse de grandir, mais un adulte passionné avec une sensibilité et une intelligence que je n'avais pas su voir. » Cette histoire illustre un phénomène que j'observe régulièrement. Nos enfants adultes ne nous demandent pas de partager toutes leurs passions ou d'adopter leur mode de vie. Ils nous demandent simplement de faire l'effort de comprendre ce qui est important pour eux, sans jugement préalable. Cet effort de compréhension est un des plus beaux cadeaux que nous puissions leur offrir. Cet intérêt authentique s'étend également aux personnes qui font partie de leur vie. J'ai vu trop de parents perdre le contact avec leurs enfants parce qu'ils n'ont pas su accueillir avec bienveillance leur partenaire de vie. Comme me l'a dit Isabelle, une mère de 47 ans. Ma belle-mère n'a jamais caché qu'elle me trouvait trop différente de la femme qu'elle imaginait pour son fils. Elle ne m'a jamais rien dit directement, mais ses regards, ses remarques voilées, tout cela a créé une atmosphère où mon mari devait constamment choisir entre sa mère et moi. Avec le temps, nos visites sont devenues de plus en plus rares. À l'inverse,
Les parents qui parviennent à s'intéresser sincèrement à la personne choisie par leur enfant, à découvrir ses qualités plutôt qu'à se focaliser sur ses différences, créent un environnement où le couple se sent accueilli dans son ensemble. Cela ne signifie pas feindre une affinité qui n'existe pas, mais faire l'effort de voir ce que notre enfant voit en cette personne. Cet intérêt authentique s'exprime aussi dans notre façon d'être présent pour nos enfants lors des moments difficiles. Trop souvent, face à leurs échecs ou leurs peines, notre instinct de protection nous pousse à vouloir résoudre leurs problèmes, à leur donner des conseils ou à minimiser leurs souffrances. Ce n'est pas si grave, tu trouveras mieux, tu devrais faire ceci ou cela. Ces réactions, bien qu'elles partent d'une intention louable, peuvent donner à nos enfants le sentiment que nous ne comprenons pas vraiment ce qu'ils traversent. Les parents qui maintiennent une connexion profonde avec leurs enfants adultes ont appris à pratiquer ce que les psychologues appellent l'écoute active. Cette capacité à être pleinement présent, à accueillir les émotions sans chercher immédiatement à les résoudre, à poser des questions qui permettent à l'autre d'explorer sa propre expérience plutôt que de lui imposer notre perspective. La plus grande preuve d'amour que ma mère m'ait donnée, me confiait Lucas, un architecte de 29 ans, c'est quand elle a su rester silencieuse pendant que je lui racontais ma rupture douloureuse. Elle n'a pas cherché à me dire que j'allais rencontrer quelqu'un d'autre ou que le temps guérirait mes blessures. Elle a juste été là, pleinement là, me laissant sentir ma douleur sans essayer de l'effacer. Ce type de présence crée un espace sacré où nos enfants peuvent se sentir vus et entendus dans toute leur complexité. Ils n'ont plus besoin de censurer certaines parties de leur expérience pour nous protéger ou pour éviter nos conseils non sollicités. Ils peuvent être authentiquement eux-mêmes, avec leurs forces et leur vulnérabilité. Il est important de noter que cet intérêt authentique est une rue à double sens. Les parents qui entretiennent les relations les plus riches avec leurs enfants adultes sont ceux qui savent également partager leur propre monde, non pas en imposant leur vision ou en ressassant le passé, mais en continuant à évoluer, à apprendre, à s'engager dans la vie avec curiosité et ouverture. Rien n'inspire plus un enfant adulte à rester connecté avec ses parents que de voir ces derniers continuer à grandir, à découvrir de nouvelles passions, à remettre en question leurs certitudes. Comme me l'a dit Jeanne, une jeune femme de 26 ans. Ce qui me donne envie d'appeler ma mère chaque semaine, ce n'est pas tant la nostalgie de mon enfance, mais la personne qu'elle est aujourd'hui. À 63 ans, elle a commencé des cours de tango. Elle lit des auteurs dont je n'ai jamais entendu parler. Elle voyage dans des endroits où je n'ai pas encore mis les pieds. Nos conversations sont un véritable échange, pas seulement un rituel familial. Le troisième principe, peut-être le plus subtil mais certainement le plus transformateur, est de créer un foyer émotionnel plutôt qu'un simple lieu physique. Dans notre culture française, nous accordons une importance particulière à la maison familiale, à ces lieux chargés de souvenirs où plusieurs générations se sont succédées. Ces espaces ont une valeur indéniable, mais ils peuvent parfois devenir des musées du passé plutôt que des sanctuaires vivants pour les relations présentes. J'ai rencontré de nombreux parents qui s'accrochent à la maison familiale en pensant que c'est ce qui ramènera leurs enfants, seulement pour découvrir que ce n'est pas le lieu en soi qui crée le désir de retour, mais l'atmosphère émotionnelle qui y règne. Comme me l'a dit Paul, un père de famille de 59 ans, pendant des années, j'ai investi toute mon énergie à maintenir notre maison en Provence exactement comme elle était quand les enfants étaient petits. Leur chambre d'adolescent restait intacte, leurs posters au mur, leurs livres d'école sur les étagères. Je pensais que cette continuité les réconforterait. J'ai fini par comprendre que je les enfermais dans une version d'eux-mêmes qu'ils avaient dépassée depuis longtemps. Ce n'était pas un havre de paix pour eux, mais une capsule temporelle légèrement étouffante. Créer un foyer émotionnel, c'est développer un espace, physique ou non, où chacun peut être authentiquement lui-même, dans sa version actuelle, sans avoir à se conformer à des rôles figés ou à des dynamiques du passé. C'est un espace où les conversations peuvent évoluer, où de nouveaux souvenirs peuvent se créer, où chacun sent qu'il contribue à quelque chose de vivant, plutôt que de simplement honorer des traditions immuables. Madame Durand, une veuve de 68 ans vivant à Strasbourg, a compris ce principe après le départ de son dernier enfant. « J'ai complètement réaménagé ma maison », m'a-t-elle raconté. La chambre de ma fille est devenue mon atelier de peinture, celle de mon fils une bibliothèque confortable. Au début, ils étaient un peu déstabilisés, presque vexés. Puis ils ont compris que je ne les effaçais pas de ma vie. Au contraire, je créais un nouvel espace où ils pouvaient découvrir qui j'étais, au-delà de mon rôle de mère.
et où je pouvais les découvrir comme les adultes qu'ils sont devenus. Ce foyer émotionnel se manifeste également dans notre capacité à adapter nos traditions familiales pour y intégrer les nouvelles réalités de nos enfants. Trop souvent, les rituels familiaux deviennent des sources de tension plutôt que de joie, parce qu'ils sont perçus comme des obligations rigides plutôt que des célébrations flexibles. Les parents qui réussissent à maintenir des liens forts avec leurs enfants adultes ont compris l'importance d'être créatifs et adaptables dans la façon dont ils honorent ces moments importants. Sophie, une mère de 3 enfants dispersés aux 4 coins de la France, m'a expliqué comment elle a transformé leur tradition de Noël. Pendant des années, j'insistais pour que tout le monde soit présent le 24 décembre au soir, comme nous l'avions toujours fait. Cela créait d'énormes tensions avec les belles familles et beaucoup de stress pour mes enfants qui se sentaient déchirés entre différentes obligations. Un jour, j'ai réalisé que je sacrifiais la joie de ces retrouvailles sur l'autel de la tradition. Maintenant, nous choisissons ensemble une date entre mi-décembre et mi-janvier qui convient à tout le monde. Nous appelons cela notre Noël flottant. L'important n'est plus le respect d'une date précise, mais le plaisir d'être ensemble dans une atmosphère détendue. Cette flexibilité s'étend également à la façon dont nous intégrons les nouvelles personnes qui entrent dans la vie de nos enfants. Les beaux-enfants, les petits-enfants, parfois même les ex-partenaires qui restent importants pour nos enfants, tous ces individus peuvent enrichir le cercle familial si nous savons créer un espace suffisamment inclusif pour les accueillir. Monsieur Bertrand, un père de famille toulousain, m'a partagé une anecdote révélatrice. Quand mon fils s'est séparé de sa compagne avec qui il a eu 2 enfants, j'ai dû faire un choix. Soit considérer cette femme comme sortie de la famille et potentiellement perdre le contact avec mes petits-enfants, soit l'intégrer dans notre définition élargie de la famille. J'ai choisi la deuxième option. Aujourd'hui, elle continue de venir aux réunions familiales importantes. Mes petits-enfants voient que nous pouvons tous coexister pacifiquement malgré les changements. Et mon fils n'a pas à naviguer entre des loyautés conflictuelles. Un autre aspect crucial de ce foyer émotionnel est notre capacité à créer des espaces de réconciliation et de réparation. Aucune famille n'est parfaite et toutes les relations parents-enfants comportent leur lot de blessures, de malentendus et parfois de conflits profonds. Les parents qui parviennent à maintenir une relation vivante avec leurs enfants adultes ont développé ce que j'appelle l'humilité réparatrice, cette capacité à reconnaître les moments où nous avons pu blesser nos enfants, intentionnellement ou non, et à créer les conditions d'une guérison mutuelle. Cela implique souvent d'être capable de présenter des excuses sincères, sans justification ni attente de réciprocité immédiate. Comme me l'a confié Hélène, une mère qui a renoué avec sa fille après plusieurs années d'éloignement, j'ai passé trop de temps à expliquer pourquoi j'avais agi comme je l'avais fait, à me justifier, à mettre en avant mes bonnes intentions. Ce n'est que lorsque j'ai pu dire simplement « Je comprends maintenant combien je t'ai fait souffrir et j'en suis profondément désolé » que quelque chose s'est débloqué entre nous. Cette humilité réparatrice n'est pas une démission de notre autorité ou une négation de tout ce que nous avons pu faire de bien en tant que parents. C'est simplement la reconnaissance que, comme tous les êtres humains, nous avons nos zones d'ombre, nos moments de faiblesse, nos erreurs de jugement, et que reconnaître cette humanité partagée crée paradoxalement un lien plus fort que le maintien d'une façade de perfection parentale. Enfin, ce foyer émotionnel se manifeste dans notre capacité à être une présence stable, mais non envahissante dans la vie de nos enfants. De nombreux parents oscillent entre 2 extrêmes. Soit ils s'effacent complètement pour ne pas déranger, soit ils cherchent à être impliqués dans chaque aspect de la vie de leurs enfants. Les parents qui trouvent cet équilibre délicat sont ceux qui restent présents, disponibles, mais sans présumer de leur place dans la vie de leurs enfants adultes. Comme le résume si bien Monsieur Lefebvre, un père de 2 enfants dans la trentaine, j'ai compris que mon rôle n'est plus d'être au centre de leur vie, mais d'être une planète stable dans leur orbite. Ils savent que je suis là, solidement ancré, prêt à les accueillir quand ils passent à proximité, mais je ne cherche pas à les attirer artificiellement dans mon champ gravitationnel. C'est précisément cette liberté de mouvement qui fait qu'ils choisissent régulièrement de revenir dans mon orbite. Au terme de ce voyage à travers les 3 principes fondamentaux qui encouragent nos enfants à revenir vers nous, j'espère que vous ressentez ce mélange particulier d'espoir et de défi que j'éprouve chaque fois que j'aborde ce sujet. Espoir, parce que contrairement à ce que nous pourrions parfois croire dans nos moments de doute, la distance qui se creuse entre les générations n'est pas une fatalité. Défi,
Parce que combler cette distance exige de nous une forme de courage particulière. Le courage de remettre en question nos habitudes les plus ancrées, de lâcher prise sur certaines de nos attentes les plus chères, et parfois même de redéfinir ce que signifie être parent dans cette phase méconnue de la vie familiale. Je repense à cette magnifique image utilisée par un psychologue français. Nos enfants sont comme des oiseaux que nous avons nourris, protégés et finalement encouragés à prendre leur envol. Notre succès en tant que parents ne se mesure pas à leur capacité à rester dans le nid, mais à leur liberté de le quitter, tout en sachant qu'ils peuvent y revenir. Et la beauté de ce retour réside précisément dans son caractère choisi plutôt qu'obligatoire. Les 3 principes que nous avons explorés ensemble, créer un espace de liberté absolue, cultiver un intérêt authentique pour leur monde et bâtir un foyer émotionnel plutôt qu'un simple lieu physique, ne sont pas des techniques à appliquer mécaniquement. Ce sont des invitations à une transformation profonde de notre vision du lien parent-enfant. Une transformation qui nous demande de grandir en même temps que nos enfants, d'évoluer avec eux, plutôt que de rester figés dans des rôles qui ne correspondent plus à la réalité de leur vie d'adulte. Cette évolution n'est pas toujours facile. Comme me l'a dit une mère lors d'un de mes ateliers à Montpellier, parfois j'ai l'impression de devoir réapprendre à être parent. Tous les instincts que j'ai développés pendant 20 ans semblent soudain contre-productifs. C'est exactement cela. Nous devons en quelque sorte désapprendre pour réapprendre, lâcher pour mieux retenir, nous effacer pour mieux être vus. Il y aura des moments de doute, des périodes où la distance, géographique ou émotionnelle, semblera insurmontable. Des occasions où nous nous demanderons si nos efforts sont remarqués ou appréciés. C'est dans ces moments-là qu'il est important de se rappeler que cette nouvelle relation que nous construisons avec nos enfants adultes n'est pas un état final à atteindre, mais un processus continu d'ajustement mutuel. Chaque petit pas compte, chaque conversation authentique, chaque moment de présence véritable contribue à tisser ce nouveau lien. Je vous invite maintenant à réfléchir à un défi simple, mais potentiellement transformateur. Identifiez un aspect de votre relation actuelle avec votre enfant adulte où vous pourriez appliquer l'un des 3 principes que nous avons explorés. Peut-être est-ce de respecter une décision avec laquelle vous n'êtes pas d'accord sans exprimer votre désapprobation? Peut-être est-ce de poser des questions ouvertes sur une passion de votre enfant que vous avez toujours considérée avec une certaine indifférence? Ou peut-être est-ce d'adapter une tradition familiale pour qu'elle corresponde mieux aux réalités actuelles de votre famille? Commencez petit, avec une intention claire, mais sans attente de résultats immédiats. Ces transformations prennent du temps, et nos enfants ont parfois besoin d'observer plusieurs fois un nouveau comportement de notre part avant de faire confiance à ce changement. Et rappelez-vous que dans cette danse délicate entre proximité et distance, entre attachement et liberté, vous n'êtes pas seul. Des millions de parents à travers la France et le monde naviguent dans ces mêmes eaux complexes. C'est pourquoi je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Racontez-nous un moment où l'application de l'un de ces principes a fait une différence dans votre relation avec votre enfant adulte. Ou partagez un défi particulier que vous rencontrez et sur lequel vous aimeriez avoir le soutien de cette communauté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de réflexions sur les dynamiques familiales contemporaines et de partager cette vidéo avec d'autres parents qui pourraient en bénéficier. Parfois, il suffit d'une nouvelle perspective pour transformer une relation qui semblait s'étioler en un lien renouvelé, plus authentique et plus satisfaisant pour tous. En fin de compte, peut-être que la plus grande sagesse réside dans ces mots simples que m'a partagé une grand-mère de 87 ans, dont les enfants et petits-enfants se réunissent spontanément chez elle plusieurs fois par mois. Le secret, c'est de les aimer comme ils sont, pas comme nous voudrions qu'ils soient, et de leur montrer que notre amour est un cadeau, jamais un fardeau. Dans cette simplicité profonde réside peut-être la clé que nous cherchons tous, celle qui ouvre non seulement la porte de notre maison, mais aussi celle du cœur de nos enfants, les invitant à revenir, encore et encore, par choix et par amour.